Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, comme l'a dit Thierry Burlot, notre session arrive quelques jours après le Carrefour des gestions locales de l'eau et sa 20e édition. Plus de 12 000 participants. Une fois de plus, j'ai trouvé ce rendez-vous impressionnant, notamment par la mise en avant de tous les acteurs de l'eau. Et on voit que dans le domaine de l'eau, on a là une activité économique importante, notamment au travers des travaux publics, au travers de l'accompagnement au changement des pratiques agricoles ou dans les collectivités, et également au travers de l'éducation à l'environnement. Moi, ce qui m'apparaissait aussi lors de ce Carrefour des gestions locales de l'eau, c'est qu'une fois de plus, on voyait que l'argent public ne servait pas à faire fonctionner des collectivités, mais bien à redistribuer de l'argent sur les territoires pour faire intervenir des professionnels, pour presque créer de la richesse sur les territoires, de la richesse économique, mais j'en suis convaincu également de la richesse par l'accroissement de la valeur environnementale des milieux ou des espèces préservées ou restaurées. Et puis, on voyait aussi que c'était le résultat, après 30 ans d'intervention publique, le résultat qui se transcrit donc dans les mesures de l'état des masses d'eau. 40% de masses d'eau bretonnes en bon état écologique, on n'en est qu'à 11% en Pays de la Loire. Donc c'est le résultat d'un investissement collectif. Et on a vu que là, la Bretagne et tous les acteurs bretons s'étaient mobilisés pour atteindre ce résultat. Certes, encore que 40%, mais en tout cas un début encourageant de résultats. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait un besoin, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, peut-être de plus grande transparence sur la façon dont l'argent public était utilisé dans ce domaine. Je pense d'ailleurs il serait intéressant que le Parlement de l'eau, qui verra le jour durant cette année 2019, puisse peut-être se saisir de ce besoin de transparence et de bien identifier comment l'argent public mobilisé dans le domaine de l'eau est utilisé, d'où il provient et comment ensuite chacun, en toute transparence, l'utilise de façon à bien identifier ce qui a été fait, mais aussi ce qui reste à faire. Parce que voilà, l'exercice de transparence doit se poursuivre en identifiant l'ampleur des besoins, y compris sur le plan financier, si nous voulons atteindre le bon état écologique de l'ensemble des masses d'eau pour 2027. Je ne vais pas m'étendre ici sur la mise en place du Parlement de l'eau avec tout ce qui va finalement nous mobiliser autour de sa gouvernance. Je pense qu'il faut aujourd'hui, comme l'a fait Thierry Burlot, rappeler quels sont les grands enjeux en matière de politique de l'eau. Et l'autre jour, au niveau de la commission locale de l'eau du Sage-Rance-Frémur, que je préside, la question, par exemple, de la dévalaison des anguilles le long du Frémur a été évoquée. Le Muséum d'histoire naturelle a fait une étude qui montre qu'il y a à peu près un tiers des anguilles qui arrivent à redescendre le Frémur pour ensuite s'engager vers la mer des Sargasses et se reproduire. Et on aurait pu se dire, finalement, ce ne sont que des anguilles. Mais la conclusion collective de la commission locale de l'eau a été: si nous ne sommes pas en capacité d'assurer le maintien du cycle biologique de cette espèce, le serons-nous capables, à terme, de le faire pour nous-mêmes, pour notre espèce? Sur ce même secteur du pays de Saint-Malo, toujours dans la même réunion, on traitait de la question de la quantité d'eau disponible sur le territoire. Et là, autre question, comment allons-nous assurer l'approvisionnement en eau du pays de Saint-Malo dans les 20 à 30 ans qui viennent, et peut-être même dès 2030. Et là encore, face au bouleversement climatique qui s'annonce, face aussi aux besoins en eau, la question qui revenait, c'est comment serons-nous solidaires autour de ces enjeux d'eau? Comment allons-nous continuer à approvisionner des territoires grâce à la ressource disponible sur un autre? Et donc, c'est bien ce besoin de renforcement des solidarités, très, très bien rappelé dans le document budgétaire, qui se pose aujourd'hui face à nous. Et puis, sous un autre aspect, les menaces sur les équilibres naturels aujourd'hui sont bien réelles et avec un impact que l'on ressent sur les activités économiques, notamment l'agriculture et l'agroalimentaire, mais aussi la pêche et aussi le tourisme. Et des rivières souffrent, particulièrement dans l'Est breton, comme ça a été rappelé, quand les étiages se prolongent et que certaines espèces aquatiques ne trouvent même plus un habitat adapté pour y vivre.
Mais on sait aussi qu'en matière d'habitat, du côté là de l'espèce humaine, se pose la question de la révision de nos documents d'urbanisme de façon à éviter un impact sur l'environnement et en particulier sur les milieux aquatiques. Et cette question de l'eau, on le voit, élargie au changement climatique, à la préservation de la biodiversité, à l'aménagement économique, à l'urbanisme. Cette question, elle est au centre des enjeux forcément de nos sociétés, mais je m'en réjouis, elle est au centre des objectifs de la BRESCOP. Et je suis certain que les territoires sauront s'engager dans l'atteinte des objectifs issus de cette concertation conduite depuis 2018, en répondant à l'appel que vous l'avez encore lancé, Monsieur le Président, lors des rencontres des territoires, mercredi à Pontivy. En conclusion, je ferai comme certains de mes collègues hier, quand il s'est agi de la Convention pour l'action publique en Bretagne. Il se référait aux travaux du CELIB des années 50 et 60. Eh bien, en matière de prise de conscience écologique, c'est aussi dans ces années 50 et 60 que les choses ont démarré. Par exemple, dans Salon Spring, Printemps silencieux, Rachel Carson traitait de l'impact des pesticides sur l'environnement et sur l'espèce humaine. Et comme pour la différenciation, nous voilà plusieurs décennies plus tard à la croisée des chemins. Saurons-nous modifier nos pratiques, par exemple en faisant de la Bretagne une région zéro pesticide en 2040 ? Le positionnement, l'action volontariste de la région ont le mérite de nous mettre sur les rails, en tout cas de nous poser la question de si nous souhaitons ou pas tendre vers cet objectif. Désormais, c'est aux acteurs bretons de s'engager dans ce sens, et je pense qu'ils sauront s'engager dans ce sens. Merci.